Ma sœur m'a envoyé un faire-part de mariage avec des frais de présence de 10 000 €, en plus du cadeau. J'ai répondu, je ne viendrai pas. Maman a textoté, paie ou sinon. Je n'ai rien dit, j'ai annulé toutes les factures que je réglais. Un par un, les prestataires se sont retirés. À 1h du matin, elle a textoté, tu me dois. Le faire-part de mariage de ma sœur est arrivé avec une étiquette de prix. Glissée dans l'enveloppe crème, sous son nom et la date, se trouvait une demande de 10 000 € de frais de présence. En plus d'un cadeau. Ce n'était pas une suggestion, ni une blague, mais une charge pour le privilège de m'asseoir sur une chaise à son mariage. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, je ne viendrai pas. Moins d'1 heure plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, paie ou sinon. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 34 ans et pendant des années, j'ai été la discrète de la famille. Celle qui résolvait les problèmes, comblait les manques, et ne demandait jamais à qui revenait le mérite. Ce qu'ils avaient oublié, c'était qui je suis vraiment. Alors cette nuit-là, j'ai annulé toutes les factures du mariage que je réglais discrètement. Un par un, les prestataires se sont retirés. À 1h du matin, ma sœur a textoté, tu me dois, et pour la première fois, j'étais prête à lui montrer à quel point elle avait vécu sur mon dos. Je vais vous dire à qui appartenait vraiment cet argent. Je vais vous parler du stylo, de la lettre, et de la nuit où toute une salle a vu ma mère découvrir ce que je fais dans la vie. Mais si vous connaissez déjà le silence particulier d'être le portefeuille de la famille, celui qui paie et paie encore et se voit toujours présenter une note, alors faites une petite chose pour moi. Abonnez-vous pour que cette histoire trouve ceux qui ont besoin de l'entendre. Je suis Amélie. Voici comment la discrète a cessé de payer. Retournons dans une maison à Neuilly-sur-Seine. La maison des Dubois à Neuilly gardait un chéquier en cuir dans le tiroir de l'entrée, et le nom imprimé dans le coin était le mien. Amélie R. Dubois. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, quand quelque chose dans cette maison nécessitait de l'argent, un toit qui fuyait au-dessus de la salle à manger, une facture de taxe foncière, un acompte pour le dernier rêve de ma jeune sœur, le tiroir s'ouvrait, le chéquier sortait. J'écrivais le montant et je signais. C'était mon argent. Je veux être clair là-dessus, car tout en dépend. Pas une allocation, pas un prêt que je remboursais sur le papier. Mon salaire, mes économies. Je suis experte comptable judiciaire. Je passe mes journées à trouver l'endroit exact où quelqu'un a discrètement déplacé de l'argent qui n'a jamais été le sien. Et pendant tout ce temps, sans jamais utiliser cette compétence sur ma propre famille, je leur transférais mon propre argent et l'appelais comme ils l'appelaient, une compensation pour le coût de mon existence. Tu es si douée pour ces choses, Amélie. Ma mère avait une façon de faire sonner une corvée comme un compliment. Hélène Dubois faisait glisser la facture d'un fournisseur sur l'îlot de la cuisine comme d'autres mères passent le sel. Tu connais ces gens. Occupe-t'en. Alors je m'en occupais. Mon nom figurait sur les contrats. Ma carte était enregistrée chez le fleuriste, le traiteur, le club. Quand ma sœur Charlotte s'est fiancée, il était entendu, comme on comprend la loi de la gravité, que j'aiderais. Ce qui signifiait que les acomptes quittaient mon compte et que les cartes de remerciement partaient avec son nom. Il en avait toujours été ainsi depuis que nous étions sœurs. Charlotte avait 4 ans de moins et était plus douce là où la vie m'avait endurci. Quand elle a voulu une voiture à 22 ans, la famille a trouvé un moyen. Quand je voulais quelque chose, la famille trouvait une raison pour que cela vienne de moi. J'ai appris très tôt pour laquelle des 2 filles le mot « nous » était réservé, et ce n'était jamais celle qui signait les chèques. Je n'ai jamais demandé pourquoi l'aide n'allait que dans un sens. J'avais une réponse toute prête, usée par le temps, après tout ce que cette famille a dépensé pour toi, c'est la moindre des choses. Chaque euro était le mien. Je pensais simplement que je le leur devais. Il y avait un stylo. Ma mère le sortait lors des dîners de préparation. Un lourd stylo plume noir avec une bague en or et 2 initiales gravées sur le corps, près du capuchon. RW. Elle le décapuchonnait avec un petit clic satisfait, posait une liste de contributions devant moi et faisait glisser le stylo sur la table. Signe ici, ma chérie. Cette nuit-là, la liste comportait une nouvelle ligne, un montant majoré pour l'orchestre, et j'ai signé sans lire jusqu'en bas, comme je signais tout dans cette maison. Mais mon pouce a effleuré la gravure en rendant le stylo. Et pour une fois, j'ai vraiment regardé. Maman, ai-je dit, ce ne sont pas tes initiales. Les initiales d'Hélène Dubois sont HD. Le stylo disait RW.
Elle l'a repris sans y jeter un œil. C'est un cadeau, a-t-elle dit. De ton père. Ne sois pas bizarre, Amélie. Mon père s'appelait Gérard. Gérard offre un stylo à une femme et y fait graver les initiales de quelqu'un d'autre. J'ai laissé la pensée naître, puis je l'ai laissé partir, comme je m'étais entraîné à le faire pendant 30 ans. Le stylo est retourné dans son sac à main avec un autre petit clic. Je me suis dit que les lettres correspondaient à un nom de jeune fille, une marque de fabricant, ou rien du tout. Il y avait une chaise pendant les fêtes que personne n'occupait. Elle avait appartenu à ma tante Roseline, la sœur aînée de ma mère, celle qui riait trop fort pour cette maison et qui ne m'avait jamais fait sentir comme un simple poste de dépense. Elle était partie depuis longtemps. Chaque Noël, mes yeux se posaient encore sur cette chaise vide avant que je me souvienne. L'hiver dernier, Charlotte est arrivée à table en agitant une petite boîte en carton comme une faveur de fête. Un de ses kits ADN à renvoyer par la poste. Elle avait craché dans un tube pour s'amuser, a-t-elle annoncé, pour découvrir à quel point nous étions vraiment bretonnes. Tu devrais en faire un, Amélie, a-t-elle dit, souriant autour de son verre de vin. Peut-être que tu es une enfant échangée. C'est peut-être pour ça que tu es si bizarre avec l'argent. Quelques personnes ont ri. J'ai ri aussi. C'était plus simple. Ça suffit, Charlotte. Ma mère l'a dit vite. Plus vite que la blague ne le méritait. De la manière dont on retirerait une main d'une plaque chaude. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser des assiettes qui n'étaient pas finies. J'ai commandé un kit ce soir-là sur mon téléphone, sous la table. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je me suis dit que c'était pour prouver à Charlotte qu'elle avait tort. Quand les résultats sont arrivés quelques semaines plus tard, je ne les ai pas ouverts. J'ai laissé l'email non lu pendant des mois. De la même manière qu'on laisse une porte fermée parce qu'on sait déjà à moitié ce qu'il y a derrière. La cuisine de Roseline sentait toujours le cacao et la fumée de bois. J'avais 8 ans la première fois que j'ai compris qu'une maison pouvait être différente de celle où l'on dort. La maison de mes parents à Neuilly était belle et froide, pleine de pièces où l'on n'avait pas le droit de s'asseoir, pleine de meubles qui n'existaient que pour être regardés. La maison de tante Roseline, à 1 heure sur la côte normande, avait un canapé affaissé dans la cuisine et un sol qui restait chaud grâce aux poêles. Et elle me mettait une tasse dans les mains et me posait des questions comme si les réponses valaient la peine d'être notées. « Que as-tu créé cette semaine ?» demandait-elle. Pas quelle note, pas quel prix. Que as-tu créé? À la maison, j'étais la difficile, la coûteuse, celle qui ne souriait pas correctement pour la carte de vœux. J'avais appris à me faire petite, utile et silencieuse, à prendre le moins de place possible, à m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Mais sur ce sol chaud, avec le cacao qui refroidissait dans mes mains, Roseline s'accroupissait à mon niveau et disait la chose que j'ai portée toute ma vie. Dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Je n'ai pas compris alors pourquoi elle le disait comme ça. Dans cette maison, comme s'il y avait une différence qu'elle n'avait pas le droit de nommer à voix haute. Je pensais qu'elle voulait seulement dire que j'étais la bienvenue. Elle est venue à mon expo sciences de 6e, l'année où ma mère a eu une migraine qui est tombée par hasard le même après-midi. Elle se tenait au fond du gymnase dans un manteau trop vif pour la pièce. Et elle a applaudi comme si j'avais guéri quelque chose. Ensuite, elle a collé mon ruban sur son réfrigérateur et l'a laissé là pendant des années, devenant mou et gondolé sur les bords, longtemps après que j'ai moi-même oublié le projet. Et un après-midi, ma mère a appelé pour dire que je l'avais embarrassée à un déjeuner. Roseline a emporté le téléphone dans la pièce d'à côté et sa voix est revenue, basse et dure, à travers le mur. Des mots que je ne pouvais pas distinguer. Quand elle est revenue, elle souriait à nouveau, et elle a laissé tomber un deuxième marshmallow dans ma tasse sans un mot et ne m'a jamais dit ce qui avait été dit. Avec elle, je n'étais pas une facture. J'étais une fille. Pour mon 12e anniversaire, Roseline m'a donné un stylo. Il était lourd, de cette manière qui donne l'impression qu'on vous fait confiance avec quelque chose. Noir avec une bague en or, la plume encore humide de l'endroit où elle l'avait testé au dos d'une enveloppe. Elle a replié mes doigts autour et m'a montré comment le tenir pour que l'encre coule proprement. Comment laisser le poids faire le travail au lieu de presser. Entraîne-toi à faire ta signature, m'a-t-elle dit, une vraie. Signe de ton propre nom un jour, Amélie. Jamais celui de quelqu'un d'autre. J'ai rempli une page entière avec Amélie R. Dubois. Le R pour une raison que personne ne m'avait jamais expliquée. Les lettres devenant plus sur vers le bas de la page.
Elle m'a regardé faire et ne m'a jamais dit de me dépêcher. Quand j'ai eu fini, elle a pressé son pouce sur l'encre humide de la dernière signature, l'a soulevée et m'a montré la tache sur sa peau comme si c'était la preuve de quelque chose. Comme si mon nom était une chose qui pouvait laisser une marque. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé à ce stylo. Après sa mort, beaucoup de ses affaires ont été mises dans des boîtes que je n'ai jamais vues. Triées par des mains qui n'étaient pas les miennes. J'ai supposé qu'il était perdu. Comme les petites choses précieuses se perdent quand la personne qui vous les a données est partie et que personne d'autre ne sait ce qu'elles signifiaient. J'ai signé de mon propre nom cet après-midi-là jusqu'à ce que la page soit pleine. Elle est morte au printemps de mes 16 ans. C'était rapide. Une saison, elle riait fort à table. La suivante, il y avait un programme plié dans la poche de mon manteau avec son nom et une date qui s'arrêtait bien trop tôt. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'église. Je me souviens du programme qui se ramollissait dans mon poing et du premier banc qui aurait dû être bondé d'ailes et qui n'était que du bois. Je n'avais pas le droit de m'effondrer parce que s'effondrer était pour les filles, et j'étais la nièce. Les gens n'arrêtaient pas de me tendre des plats à emporter à la cuisine. « Sois forte pour ta mère », a dit quelqu'un en me serrant le bras. Et j'ai porté les plats, et j'ai été forte pour ma mère. Et personne n'a demandé qui était fort pour moi. Le chagrin n'avait nulle part où aller. Alors il est allé là où tout allait dans cette maison. Sous terre, silencieux, à gérer seul. Pendant des semaines après, je continuais à sentir l'odeur de cacao et de fumée de bois dans des endroits où ce n'était pas possible. Une cage d'escalier à l'école, l'arrière d'une voiture, le col de mon propre manteau. Je tournais la tête avant de me souvenir qu'il n'y avait pas de cuisine, pas de poêle, pas aile. On ne discute pas avec une chose pareille. On attend que ça s'arrête. Et un jour, ça s'arrête. Et d'une certaine manière, c'est pire. Après, dans la cuisine qui n'était jamais chaude, ma mère a posé une main sur mon épaule et a expliqué la partie qu'elle voulait que j'entende. Tante Roseline a laissé de l'argent à la famille, a dit Hélène. Tu es mineure, ma chérie. Je vais m'en occuper. J'avais 16 ans. Je l'ai laissé s'en occuper. Et quelque part au cours de ces semaines grises, un lourd stylo plume noire avec une bague en or est venu discrètement vivre dans le sac à main de ma mère. Après Roseline, le tiroir de l'entrée s'est ouvert plus souvent. Le toit, les impôts. La voiture de ma mère après le décès de mon père, Gérard, et le resserrement du budget du foyer. Les frais de scolarité de Charlotte dans une école que la famille ne pouvait pas tout à fait couvrir ce trimestre. J'étais à l'université, puis je travaillais, puis j'étais doué dans mon travail. Je suis devenu la personne dont tout le travail consiste à trouver le mensonge enfoui dans un registre comptable. Et pendant tout ce temps, les appels continuaient à arriver, doux et assurés. Et pendant tout ce temps, je payais. Il y a eu une année où j'ai mangé la chose la moins chère du supermarché pendant des mois parce que j'avais couvert la compte de la première voiture de Charlotte. Et quand elle a posté une photo de celle-ci avec un cœur et une légende sur la chance qu'elle avait, j'ai aussi cliqué sur le cœur. Il y a eu un printemps où j'ai perdu la caution d'un appartement que je voulais parce qu'une urgence familiale avait besoin de l'argent plus vite que mon propriétaire ne pouvait attendre. Et l'urgence s'est avérée être une rénovation de cuisine à Neuilly. Je me suis raconté une histoire à propos de tout ça. Si je couvrais assez de choses, si je réparais assez de choses, si je ne demandais jamais de reconnaissance, alors un jour, je cesserais d'être la difficile et je deviendrais l'une des leurs. Que si l'amour n'était pas gratuit dans cette famille, je pourrais au moins me le payer. Que la générosité pourrait être la chose qui m'achèterait enfin ma place. Nous t'avons recueilli, aimait dire ma mère quand j'hésitais. Elle le disait comme un fait météorologique. Tu nous seras toujours redevable. Mes épaules montaient vers mes oreilles, ma mâchoire se serrait, et j'ouvrais mon application bancaire et je virais l'argent. Je continuais à payer. Les maths étaient sur le point de changer. Le faire-part est arrivé 5 semaines avant le mariage. Enveloppe crème, mon nom écrit de la main bouclée de ma sœur, un seau de cire qu'elle avait copié sur un site web. À l'intérieur, le carton épais avec la date, l'église et la réception au cercle de la baie. Et glissé derrière, sur une carte plus petite, dans la même police que le reste pour que cela ait l'air de faire partie de l'ensemble, contribution des invités aux présences, 10 000 €. En dessous, une ligne sur la liste de mariage et une note polie indiquant que les cadeaux significatifs commençaient à 2 500 €. Je l'ai lu debout à mon comptoir de cuisine. Le bord de la carte était assez tranchant pour que je le sente accrocher la pulpe de mon pouce,
une fine ligne de froid là. Il y avait un son dans mes oreilles comme une respiration retenue, et le bourdonnement du réfrigérateur est devenu très fort. Et puis toute la cuisine a semblé attendre un poste de dépense pour que je puisse assister. Je l'ai relu, plus lentement, de la manière dont je lis un document qu'on me demande de certifier, cherchant l'endroit où j'avais mal compris. Il n'y avait pas de malentendu. Ils avaient pris le plus vieil arrangement de notre famille que je paie pour le privilège d'être admise et l'avaient finalement mis par écrit, avec un chiffre et une police de caractère. J'ai tapé 3 mots, en ai effacé 2, et j'ai envoyé la seule chose vraie. Je ne viendrai pas. Charlotte a appelé avant que j'aie posé le téléphone. Je pouvais entendre le mariage derrière elle. Quelqu'un qui repassait une robe à la vapeur, une playlist, toute la machine ronronnant grâce à de l'argent qui, je l'apprendrai plus tard, était le mien. Tous ceux qui contribuent ont une place, a-t-elle dit, vite, d'un ton enjoué et répété. C'est juste comme ça que ça marche maintenant. Toi, plus que quiconque, devrais vouloir contribuer, Amélie. Tu as toujours aidé. J'ai toujours payé, ai-je dit. Mon Dieu, tu rends tout si lourd. Sa voix s'est aiguisée, l'enjouement s'écaillant. C'est 10 000 €. Ce n'est rien pour toi. Tu n'as même personne pour qui le dépenser. Alors ça devrait être facile pour moi de le garder, ai-je dit. N'ose pas rendre les choses moches à mon mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je me suis forcé à respirer en comptant jusqu'à 4. Inspirer et expirer, comme on le fait quand les calculs devant soi sont sur le point de se transformer en quelque chose d'irréversible. Moins d'1 heure plus tard, l'écran s'est allumé contre la pierre. Ma mère. 3 mots. Pas de ponctuation. La façon dont elle textotait quand elle était sûre de vous. P ou sinon. Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert mes dossiers. Je tiens de bons dossiers. C'est la seule habitude sur laquelle toute ma vie s'accorde. Alors quand j'ai ouvert le dossier intitulé « Mariage Charlotte », tout était là. Et la chose que cela me disait était si simple que je ne l'avais jamais dite à voix haute. Chacun de ces contrats était à mon nom. L'acompte du cercle de la baie, le traiteur, le fleuriste, l'orchestre, le photographe. Ma signature, ma carte, mon adresse email sur les confirmations. Il m'avait remis les factures parce que j'étais doué pour ces choses. Il m'avait aussi, sans le vouloir, remis le seul jeu de clés qui comptait. Je suis resté assise avec ça un moment, la lumière de l'ordinateur portable sur mon visage, et j'ai senti quelque chose se retourner en moi, ce n'était pas encore tout à fait un plan. Pendant 30 ans, être celle qui s'occupait des choses avait été la forme de ma petitesse. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pourrait être la forme de quoi que ce soit d'autre. Une personne qui signe tous les contrats est une personne qui peut les résilier. Une personne qui paie tous les fournisseurs est une personne à qui chaque fournisseur répond. J'avais été l'instrument de la famille pendant si longtemps qu'aucun de nous, et encore moins moi, n'avait remarqué que j'étais aussi la seule à le tenir. Pendant que je regardais, un message de Chloé est arrivé. Chloé Durand, qui est assise à 2 bureaux de moi depuis 9 ans et qui est la seule personne vivante à me dire la vérité sur ma propre famille. Ça va, a-t-elle écrit. Puis, avant que je puisse répondre, attends, elle fait payer les gens pour venir à son mariage? Amélie, ce n'est pas un mariage. C'est une extorsion. L'instinct d'une étrangère, dit à voix haute. Et d'une manière ou d'une autre, cela a frappé plus fort que 30 ans de mon propre silence. Parce qu'elle avait raison. J'avais été tellement conditionné à appeler cela, contribuer, que je ne m'étais jamais autorisé à l'appeler par son vrai nom. Sous son message, en haut de ma boîte de réception, se trouvait un vieil email que je refusais d'ouvrir depuis l'hiver. L'objet, vos résultats sont prêts. 2 choses m'attendaient cette nuit-là. J'ai ouvert celle qui me faisait peur. La page de résultats s'est chargée et la pièce est devenue très silencieuse, comme elle le devient lorsqu'un chiffre est sur le point de réorganiser toute votre vie. En haut, là où vivent les correspondances les plus proches, se trouvait ma sœur, Charlotte Dubois. Et à côté de son nom, là où le site web vous dit comment vous êtes apparentés, il n'était pas écrit « sœur ». Il était écrit « cousine germaine ». Environ 880 centimorgans d'ADN partagés. Je savais ce que ce chiffre signifiait avant que mon esprit ne me permette de le dire, parce que la science n'est pas subtile et ne se soucie des sentiments de personne. Les sœurs partagent environ la moitié de leur ADN.
Bien plus de 2000 unités. Les cousins germains en partagent environ un quart. Nous partagions un quart. Je me suis assise là, à ma propre table de cuisine, et j'ai fait ce que je fais pour vivre. J'ai essayé de réfuter ma propre découverte. De la même manière que j'essaie de réfuter un chiffre qu'un client voulait que je certifie. Un bug. Je me suis dit. Une erreur de base de données. Une demi-sœur avec une lecture basse. Alors je suis allé chercher les vraies plages, celles que j'ai citées dans de vrais dossiers. Le projet SharedCM, les graphiques que les laboratoires utilisent, sœurs, environ 2300 à presque 3500, cousins germains, moins 2300. Il y a une mince zone de chevauchement aux extrêmes entre certaines relations, quelques rares cas qui peuvent être flous. Ce n'était pas l'un d'eux. 880 n'est pas une sœur avec une lecture basse. Ce n'est pas une demi-sœur. C'est une cousine, clairement, et l'algorithme de la plateforme, qui sépare les sœurs de tout le reste en regardant les segments où l'ADN correspond complètement, n'avait mis le mot « sœur » nulle part près de son nom. Il n'y avait pas de catégorie « sœur » avec laquelle je pouvais argumenter. Le site ne l'avait tout simplement jamais envisagé. Mes mains étaient devenues froides et un peu moites contre l'ordinateur portable. Je tapais de plus en plus lentement, espérant que le prochain clic contredirait le dernier. J'ai vérifié la correspondance une troisième fois. J'ai lu l'estimation de la relation une quatrième. Ça n'a pas bougé. L'algorithme ne bronche pas. Les gens, si. Et une fois qu'il m'a eu, le chiffre n'est pas resté dans l'ordinateur portable. Il a remonté le cours de toute ma vie et a commencé à déplacer les meubles. La chaise vide pendant les fêtes. Dans cette maison, tu n'es pas une invitée. Dit par une femme qui, il s'est avéré, avait tout à fait le droit de le dire littéralement. Un stylo gravé RW qu'une adolescente de 16 ans en deuil n'a jamais pensé à questionner. Ma mère changeant de sujet comme si ça la brûlait. Chaque petite fausse note que j'avais passé des années à justifier s'est emboîtée d'un coup pour former une image que je ne pouvais plus ignorer. Chloé a textoté, fais un deuxième test si tu n'y crois pas, teste quelqu'un en qui tu as confiance. Et j'y ai pensé. J'ai pensé à l'ADN de qui je pourrais comparer, à quel parent vivant je pourrais demander sans mettre le feu à toute la maison. Mais je savais déjà que je n'en avais pas besoin. Le chiffre avait sa propre gravité. Si Charlotte était ma cousine germaine, alors la femme qui m'a élevé, la femme qui a signé mes bulletins scolaires et m'a traité d'ingrate et gardé un stylo qui n'était pas le sien, n'était pas ma mère. Elle était ma tante. Et la femme qui avait ri trop fort pendant les fêtes, la seule qui se soit jamais mise à mon niveau, était tout autre chose. J'ai appelé ma mère cette nuit-là. Je ne l'ai pas accusée. Je n'avais pas encore de preuves, seulement un chiffre. Et j'ai appris à ne jamais faire une affirmation que je ne peux pas documenter. Alors j'ai posé une seule question, la plus petite que je pouvais formuler, juste pour voir ce que cela lui ferait. Maman, ai-je dit quand elle a décroché, est-ce que tante Roseline était ma mère? La pause a été une demi-seconde trop longue. Je pouvais entendre sa respiration et j'ai entendu la télévision derrière elle se taire alors qu'elle coupait le son. Et dans ce petit silence, toute une vie s'est réorganisée. J'ai attendu. J'ai appris lors des dépositions que la première personne à combler un silence est celle qui a quelque chose à perdre. Alors je n'ai rien dit, et j'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il ait du poids, jusqu'à ce que je puisse presque l'entendre se décider. Puis sa voix est revenue, dure et rapide. Trop rapide. Une porte claquée avant que quiconque puisse regarder à l'intérieur. Ne me demande plus jamais ça. Et elle a raccroché. Les gens innocents ne raccrochent pas aussi vite. Le tribunal de grande instance en Île-de-France conserve ses archives là où tout le monde peut les trouver, si quelqu'un pense à regarder. Pendant 18 ans, je n'ai jamais pensé à regarder. Je veux être juste envers la jeune fille que j'étais. J'avais 16 ans quand Roseline est morte. Personne ne tend un dossier de succession à une adolescente de 16 ans en deuil. Et personne dans cette maison ne m'a jamais donné de raison d'aller chercher, parce que toute mon histoire était que j'étais la profiteuse, le coup, la dette. On ne va pas chercher pour voir si le fardeau de la famille était secrètement un héritier. La pensée n'est pas autorisée à se former. Donc, elle ne s'est jamais formée. Pas jusqu'à ce qu'un site web mette le mot « cousine » à côté du nom de ma sœur et me donne enfin une raison. J'ai demandé le dossier de ma tante. Il est revenu en quelques jours, comme le font les archives publiques quand on sait exactement quoi demander.
Et là, déposée l'année de sa mort, se trouvait une fiducie testamentaire. Une fiducie créée par le testament de Roselyne qui est devenue irrévocable le jour de son décès. La fiduciaire était Hélène Dubois. L'institution détenant l'argent était la Fiduciaire de France, une banque privée à 2 villes de là. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking des archives avec le dossier ouvert sur le volant. Et j'ai parcouru du doigt la ligne qui nommait la fiduciaire. Et quelque chose dans ma poitrine s'est serré si fort que j'ai dû poser le dossier sur le siège passager et regarder par le pare-brise pendant un moment. Il y avait une fiducie. Personne ne me l'avait jamais dit. J'ai appelé l'avocate dont le nom apparaissait sur l'acte de fiducie. Françoise Hardy. Elle l'avait rédigé. Quand j'ai dit mon nom au téléphone, il y a eu un silence à l'autre bout qui a duré assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Amélie, a-t-elle finalement dit, et sa voix n'était pas celle d'une étrangère. Il y avait quelque chose dedans qui ressemblait presque à du soulagement. J'espérais que vous appelleriez depuis très longtemps. Elle me l'a expliqué simplement, de la manière dont on explique quelque chose à une personne qu'on a décidé de ne plus protéger de la vérité. Vous êtes la bénéficiaire, Amélie. Vous l'avez toujours été. Une respiration. Et avant que vous demandiez pourquoi personne ne vous l'a dit, la loi ne l'a jamais vraiment forcé. Une fiducie comme celle-ci, de cette année-là, la fiduciaire n'était pas tenue de vous envoyer le genre de notification que les nouvelles règles exigent. Elle n'a pas enfreint la loi en restant silencieuse. Elle s'est simplement assurée que vous ne penseriez jamais à poser les questions qui l'auraient obligé à rendre des comptes. Et l'argent, ai-je demandé. Françoise a dit, vous devriez regarder par vous-même. Vous êtes la seule d'entre nous qui comprendra vraiment ce que vous voyez. Elle s'est reprise là, ah, vous l'avez toujours été, comme quelqu'un qui s'arrête au bord d'une marche dans le noir. Je l'ai entendu, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière les mots, quelque chose qu'elle attendait de me remettre plutôt que de le dire. Je l'ai mis de côté. Vous l'avez toujours été, avait-elle dit. Et puis elle s'était arrêtée. Alors j'ai regardé par moi-même. Françoise m'a envoyé ce qu'elle avait, et j'ai demandé le reste à la banque. Et puis j'ai fait la chose que je fais mieux que presque n'importe qui. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai tourné contre ma propre famille. J'ai disposé les relevés de la fiducie à côté de 18 ans de la Maison Dubois. Ligne contre ligne. De la manière dont je dispose un tableau de fraude à côté de la chose qu'il est sur le point de prouver. L'hypothèque de la maison de Neuilly. L'école privée de Charlotte. L'université de Charlotte. 4 ans. Un acompte, une voiture, et dernièrement, cette année, des acomptes à un club, un traiteur, un fleuriste. Des acomptes de mariage puisés à la même source. Tout cela était sorti de la fiducie de Roselyne. Pendant 18 ans, distribution après distribution, à un foyer, à une fille favorite, à un mariage, à tout le monde sauf au seul nom pour lequel la fiducie avait été écrite. Et les dates, c'est ce qui m'a coupé le souffle. Il y a eu une distribution le même mois où j'ai perdu la caution de cet appartement, le printemps de L, urgence familiale, qui s'est avéré être une cuisine à Neuilly. Il y a eu un retrait l'automne où j'ai mangé sur l'étagère la moins chère du supermarché pour couvrir la première voiture de Charlotte. Chaque fois qu'on m'avait dit que le puits était à sec, le puits avait été plein. Il avait simplement coulé ailleurs que chez moi. Je me suis assise avec le tableur ouvert et j'ai comparé leur générosité à mes privations, ligne par ligne, jusqu'à ce que le schéma cesse d'être une suspicion et devienne un fait. J'avais été maintenue petite à dessein par une femme qui dépensait l'argent qui était le mien. Une fiducie comme celle-là, laissée seule et investie, aurait dû croître. En 18 ans, elle aurait dû à peu près doubler. Au lieu de cela, mon stylo tapotant un petit rythme sec contre le bord du bureau, je l'ai regardé aller dans l'autre sens. Saigné de plus de 3 millions d'euros à environ 1,8 million, plus d'1,5 million d'euros de distribution année après année à des gens qui n'étaient pas le bénéficiaire, tandis que le bénéficiaire était assis à table en face. Se faisant dire qu'elle était un cas de charité et qu'on lui demandait de payer sa propre place. Dis-le simplement, m'a dit Chloé au téléphone à minuit, parce qu'elle sait que je me réfugie dans la technique quand quelque chose fait mal. Alors je l'ai dit simplement. Ils ont dépensé l'argent de ma mère décédée, ai-je dit, pour me traiter de fardeau. La ligne est restée silencieuse une seconde. Puis mes épaules sont tombées d'un coup. Et puis elles se sont redressées en quelque chose de plus dur qu'avant. Je n'étais pas la dette. J'étais la banque. Il restait une ligne à lire,
et je l'ai lu en dernier. Et quand je l'ai fait, j'ai enfin compris la forme de toute l'affaire. Bénéficiaire unique, Amélie Dubois. Pas la famille, pas le foyer, moi, seulement moi. Un petit son m'a échappé, que je n'ai pas reconnu comme étant le mien. J'avais été une débitrice pendant 18 ans. J'avais été la propriétaire tout ce temps, et ils avaient construit toute une vie sur l'écart entre ces deux faits. Et la femme qui avait fait ça était à ce moment précis quelque part en ville, s'attendant toujours à ce que je lui envoie 10 000 euros pour une chaise. C'est ici que la plupart des gens commenceraient à crier. Je veux que vous réfléchissiez à la question à la place, parce que j'ai dû le faire. Sachant ce que vous savez maintenant, la fiducie, les 18 ans, le stylo, quel est le coup à jouer? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez avec ce dossier sur les genoux. Puis regardez ce que j'ai fait, parce que je vous promets que c'était plus silencieux que vous ne le pensez et que ça a frappé plus fort qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. Le bureau de Françoise Hardy avait un tiroir, et ce qu'elle en a sorti cet après-midi-là, elle l'a posé devant moi à deux mains. La manière dont on porte quelque chose qu'on a gardé en sécurité pendant longtemps. La fiducie originale, et en dessous, une enveloppe scellée, douce au coin avec l'âge, mon nom écrit sur le devant d'une écriture que j'aurais reconnue n'importe où. Elle a laissé ça pour vous, a dit Françoise doucement. Seulement vous. Elle me l'a donné l'année avant de mourir et m'a fait promettre de la mettre entre vos mains quand vous seriez adulte et que vous viendriez poser des questions. Votre tante Hélène a découvert que je l'avais une fois. Elle a tout fait pour me la prendre. Françoise a croisé les mains sur le bureau. Je suis désolé que ça ait mis si longtemps à vous parvenir. J'aurais dû trouver un moyen de vous joindre plus tôt. J'y ai pensé chaque année de ces 18 ans. Le rabat de l'enveloppe était sec et rugueux sous mon pouce, là où la vieille colle avait cédé. Le papier à l'intérieur sentait comme l'intérieur de sa maison. Cacao et fumée de bois. Ou peut-être que je voulais seulement qu'il en soit ainsi. 18 ans scellés avec mon nom dessus. Je veux ralentir ici, parce qu'il y a des choses qu'on ne précipite pas. J'ai déplié la lettre et c'était elle, toute elle en longues lignes soignées, les boucles devenant plus sur vers le bas de la page, comme les miennes cet après-midi d'anniversaire un quart de siècle auparavant. Elle l'avait écrite avec un stylo plume. On peut dire que l'encre se pose différemment sur la page, plus lourde là où elle a fait une pause, plus légère là où sa main s'est déplacée avec assurance. Mon Amélie, commençait-elle. Si Françoise a fait ce que j'ai demandé, alors tu lis ceci en étant adulte, et tu es venu poser la question qu'ils ont passé toute ton enfance à t'apprendre à ne pas poser. Alors, laisse-moi être celle qui y répond enfin, de ma propre main. Tu es ma fille, pas ma nièce. La mienne. Je t'ai portée, et j'ai perdu le courage de te garder au grand jour. Parce que dans cette famille, un enfant comme toi devait être rangé et appelé un scandale. Et je les ai laissés te ranger dans la maison d'Hélène et t'appeler la sienne. C'est la grande lâcheté de ma vie. Je me suis dit que tu étais plus en sécurité en tant que nièce. Je me suis dit que j'arrangerais ça quand tu serais plus grande. Je suis à court de plus grande, ma fille, et j'en suis tellement désolé. Tout ce que j'ai est à toi. Je m'en suis assuré sur papier avec une avocate qui tient ses promesses, pour que peu importe ce qu'il te disait, la vérité soit assise quelque part avec ton nom dessus, attendant le jour où tu serais prête à venir la trouver. Et le stylo, celui que je t'ai donné pour ton anniversaire, celui avec lequel je t'ai appris ta propre signature, ce stylo est à toi aussi. Il l'a toujours été. Je veux que tu l'utilises pour des choses qui t'appartiennent. Signe de ton propre nom, Amélie. Jamais celui de quelqu'un d'autre. Tu as toujours été mienne. Maman. J'ai posé la lettre à plat sur le bureau, j'ai pressé ma main contre ma bouche et j'ai attendu de pouvoir respirer sans trembler. Françoise a regardé par la fenêtre le parking et m'a laissé l'espace. Elle l'avait signé avec le même stylo que ma tante, la femme que j'avais appelée ma mère toute ma vie, gardée maintenant dans son sac à main pour me faire signer la renonciation à mon argent. Je suis sorti du bureau de Françoise Hardy avec 3 choses qui n'avaient plus besoin de preuves. Un résultat ADN, une fiducie à mon nom et une lettre de la main de ma vraie mère. Je suis resté longtemps assise dans ma voiture sur le parking avant de tourner la clé. L'enveloppe sur le siège à côté de moi, là où le dossier avait été une semaine auparavant. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner ma place dans une famille qui avait dépensé mon héritage pour m'en tenir à l'écart. J'ai pensé au seul mot que ma mère avait écrit, mienne, et comment personne à Neuilly ne l'avait jamais utilisé à mon sujet. Et quelque part dans cette voiture garée,
le chagrin et l'arithmétique ont fini d'échanger leur place, et ce qui restait était très clair, très silencieux et entièrement à moi d'agir. J'aurais pu me tenir dans l'allée de ma sœur et crier tout ça à l'air du printemps. J'y ai pensé sur le chemin du retour à chaque feu rouge, mais j'ai passé toute ma carrière à regarder des gens bruyants perdre face à des preuves silencieuses. Et je sais, comme je connais un bilan, que la pire chose que je pouvais faire à des gens comme ça n'était pas d'élever la voix. C'était d'être précise. C'était de laisser les reçus parler dans une pièce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors j'ai pris une décision qui, pour la première fois de ma vie, était entièrement la mienne. Je n'allais pas supplier et je n'allais pas brûler la maison. J'allais déposer une requête et laisser le mariage qu'ils avaient construit sur l'argent de ma mère décédée faire exactement ce qu'il allait déjà faire. S'effondrer sous les yeux des bonnes personnes. On ne crie pas, ai-je dit à Françoise au téléphone ce soir-là. On dépose une requête. Alors requête nous déposerons, a-t-elle dit. Il pensait que je boudais. Je construisais. Cette nuit-là, je me suis assise à ma propre table de cuisine avec mon ordinateur portable et un verre d'eau qui tiédissait à mon coude, et j'ai commencé à annuler. Je suis la titulaire du contrat. Donc, je suis celle qui peut le résilier. Annulez le contrat à mon nom, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai dit d'abord au traiteur. 40 000 € sur le papier. Ma voix égale, sans chaleur. Puis au cercle de la baie où la console était de plus de 25 000 €. Puis le fleuriste. Puis l'orchestre. Puis le photographe. Envoyé. 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 Chacun un petit bruit sourd sous mon doigt. Et après chacun, ma nuque se détendait d'un seul degré, comme une vis qu'on dévisse d'un quart de tour à la fois. C'est une chose étrange de sentir le calme arriver pendant que vous démantelez quelque chose. Mais je ne détruisais rien qui leur appartenait. J'arrêtais seulement la partie où je payais. Ils se sont agités, bien sûr, une fois que les appels les ont atteints. La famille s'est mise au téléphone et a essayé de couvrir les soldes d'une autre manière, mais il n'y avait pas d'autre manière, et c'était tout l'intérêt. Le style de vie avait toujours reposé sur deux piliers, mon propre chéquier et une fiducie qu'ils croyaient sans fond, et les deux se fermaient à la même heure. Les acomptes étaient déjà partis, non remboursables, payés et perdus. Il ne restait rien vers quoi s'agiter. Les appels sont arrivés quand même, toute la nuit et le lendemain. Ma mère d'abord, un message vocal qui commençait froidement, c'est puéril, Amélie. Règle ça, et qui a tourné en quelque chose de presque suppliant. Tu vas humilier ta sœur. C'est ça que tu veux. Puis c'est durci à nouveau à la fin en la vieille menace certaine. Tu le regretteras. Je n'ai pas décroché. Je ne les ai pas effacés non plus. Je suis, après tout, une personne qui garde de bons dossiers. J'ai laissé chacun s'enregistrer, horodaté, de ma propre main, et j'ai posé le téléphone et les laissé vibrer contre le bois comme quelque chose de piégé. Le fleuriste est parti le premier. Le mariage a suivi. La fleuriste a été la seule à me rappeler. Gisèle Fournier, une femme plus âgée, une voix rocailleuse. Une boutique pleine de seaux, d'eau froide et de l'odeur verte des tiges coupées. Je m'attendais à de la colère. Elle avait perdu le contrat et c'était un gros contrat. Au lieu de ça, elle est restée silencieuse un moment au téléphone, puis elle a dit la chose que personne dans ma famille ne m'avait dite en 34 ans. Ma petite, écoutez-moi bien, a dit Gisèle. J'ai fait 400 de ces mariages, et je n'ai jamais, au grand jamais, vu quelqu'un mettre un prix sur un invité. Ce n'est pas un mariage. Vous ne devez à personne une place à une table. Gardez votre argent, et n'y pensez pas à deux fois. Je suis resté dans ma cuisine, le téléphone contre mon oreille et les yeux qui piquaient, et j'ai dû m'éclaircir la gorge 2 fois avant de pouvoir la remercier. Pendant que les prestataires se retiraient un par un, Françoise déposait la requête. Elle est allée au tribunal de grande instance, le tribunal qui supervise une fiducie comme celle de Roseline, et elle a déposé une pétition. Elle exigeait 3 choses. Une comptabilité complète de la part de la fiduciaire, la révocation de cette fiduciaire, et une condamnation à lui faire rembourser ce qu'elle avait pris. Et parce qu'un mariage était sur le point de dépenser le tout dernier centime, Françoise a demandé au tribunal une mesure d'urgence, une ordonnance interdisant toute distribution supplémentaire, gelant la main de la fiduciaire en plein geste. La notification a été envoyée à la fiduciaire de France le même après-midi. La banque,
face à une requête judiciaire alléguant exactement le genre de conduite qui fait que les banques se font poursuivre, a placé un blocage sur le compte avant la fin de la journée. J'étais à ma table, Chloé en face de moi, mangeant mes crackers et refusant de rentrer chez elle, quand l'écran s'est allumé à 1h du matin. Ma sœur. 2 mots cette fois, et un signe de ponctuation qui était censé m'effrayer pour que j'ouvre le tiroir une dernière fois. Tu me dois. Chloé a jeté un œil à l'écran, puis à moi, et a fait glisser la boîte de crackers sur la table. Mange quelque chose, a-t-elle dit. J'ai l'imprimante. J'ai lu le message 2 fois. Je n'y ai pas répondu. J'ai retourné le téléphone face contre le bois. Laisse-la attendre, ai-je dit. Le dîner de répétition a eu lieu quand même. J'ai compris pourquoi dès que je suis entré. Le cercle de la baie brillait. Nappe blanche, lumière dorée et basse venant de l'eau à travers les hautes fenêtres. Environ 40 des personnes pour qui ma mère avait passé toute sa vie à jouer la comédie. Le mariage lui-même s'effondrait d'heure en heure. Les prestataires étaient partis. Le compte était gelé. L'église était la seule chose qui tenait encore debout. Mais Hélène Dubois avait décidé que la seule chose pire que de perdre le mariage était de laisser cette salle particulière la voir le perdre. Alors elle avait maintenu le dîner, prépayé et grandiose. Et elle avait fait une chose de plus par-dessus ça. Elle avait appelé tout le monde. Elle avait rassemblé toute la salle, les membres du conseil d'administration, les épouses du club, les gens dont l'opinion était la seule monnaie qu'elle appréciait vraiment, pour qu'elle puisse me faire arranger ça devant eux. Presser le portefeuille publiquement, une dernière fois, la veille, là où dire non me coûterait plus que l'argent ne l'avait jamais fait. J'ai senti la serviette amidonnée, raide et froide sous ma main, et le lustre trop brillant au-dessus de ma tête, et j'ai compris que j'étais le divertissement de la soirée, et que le scénario exigeait que je paie ou que je sois humilié. Je m'étais habillé pour l'occasion avec soin, ni trop, ni pas assez, juste exactement comme je m'habille pour une audience. Dans mon sac, à côté du dossier de Françoise Hardy, mon téléphone contenait les messages vocaux que ma mère avait laissés toute la nuit, les emails de confirmation de 5 contrats annulés, et une photo d'une lettre à l'écriture qui devenait plus sur vers le bas de la page. J'avais passé toute ma vie à entrer dans ce club comme le problème à aplanir. Je suis entré ce soir-là comme la seule personne dans la pièce qui savait ce qu'il y avait vraiment dans les livres. Au centre de la pièce, sur une chaise qui comptait, était assise Constance Pélissier, la femme qui présidait le conseil de la fondation où ma mère voulait entrer depuis 20 ans. Le seul public pour lequel tout le visage de ma mère était construit. Françoise Hardy est venue avec moi. Elle portait du gris et tenait un mince dossier en cuir sous son bras. Et pour tout le monde dans cette pièce, elle ne ressemblait à rien de plus qu'une amie de la famille qui avait été invitée. Ma mère m'a amené elle-même à Constance, une main légère et propriétaire sur mon bras, sa voix juste assez forte pour les tables les plus proches. « Voici Amélie », a-t-elle dit avec un petit soupir. Notre cas de charité, la pauvre, elle essaie vraiment. Quelques sourires polis, quelques regards qui se sont détournés du mien. Ils m'ont assise là où tout le monde pouvait me voir, au bout de la table, à la place réservée aux problèmes à gérer. Ça a commencé comme je savais que ça commencerait. Au milieu du premier plat, ma mère s'est levée, un verre à la main, et a transformé la salle en une performance. Je pense que nous pouvons tous être honnêtes les uns avec les autres ce soir, a-t-elle commencé, chaleureuse et blessée, travaillant la table comme elle avait travaillé les tables toute sa vie. Nous sommes en famille ici, et la famille signifie que certaines personnes donnent année après année sans jamais être remerciées, et que certaines personnes, malheureusement, ne font que prendre. Elle a laissé son regard dériver vers moi et s'adoucir en une merveilleuse déception étudiée. Après tout ce que nous avons dépensé pour élever ma fille, après chaque porte que cette famille a ouverte pour elle, je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait de démolir le mariage de sa propre sœur par pure méchanceté. Mais nous en sommes là, alors je vais lui demander, devant les gens qui nous aiment, de faire ce qui est juste. Puis elle a plongé la main dans son sac et en a sorti le stylo noir, la bague en or, le petit clic satisfait en le décapuchonnant, et elle a posé une seule feuille de papier à côté de mon assiette et a fait glisser le stylo sur le lin vers moi. C'était une lettre d'excuse écrite, 3 paragraphes déjà tapés, admettant que j'avais été égoïste et promettant de réparer ce que j'avais perturbé. Elle voulait que je la signe. Là, devant eux tous. Signe, Amélie, a-t-elle dit doucement. Le couteau le plus aimable que je l'ai jamais vu tenir. Répare ça. J'ai regardé le stylo posé sur le tissu blanc entre nous. Je ne l'ai pas ramassé.
Au lieu de cela, j'ai pris dans le dossier de Françoise Hardy et j'ai posé ma propre page sur le lin à côté des excuses. Elle a fait glisser le stylo. J'ai fait glisser le registre. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, et j'ai gardé ma voix exactement là où elle avait été toute la soirée. Je pense que tout le monde devrait lire ceci. Le sourire de ma mère n'a pas bougé, mais quelque chose derrière si. Qu'est-ce que c'est? Ce n'était pas une question. Elle n'a pas touché la page. Amélie, c'est un fantasme. Elle ne va pas bien, tout le monde. Elle a clairement été sous une grande, tu mens, a coupé Charlotte de l'autre côté de la table. Trop fort, le vernis de la mariée radieuse se fissurant en deux. Une fourchette est tombée quelque part à ma gauche. Une conversation à la table voisine s'est arrêtée. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai retourné la première page face visible pour que les plus proches puissent la voir. Et puis j'ai posé la suivante, et la suivante. Les relevés bancaires, le nom de la fiduciaire imprimé clairement en haut de chacun. Page 3, ai-je dit en la glissant dans la lumière. L'hypothèque de notre maison à Neuilly, payée pendant des années par une fiducie détenue à la fiduciaire de France. Une autre page. Page 5. Les frais de scolarité de Charlotte. La même fiducie. Une autre. Les acomptes pour ce soir, pour ce dîner, pour les fleurs qui ont été annulées, pour le traiteur. La même fiducie. La pièce était devenue très silencieuse, très rapidement. 40 personnes et le seul son était le doux glissement du papier sur le lin et le petit tintement de quelqu'un posant un verre dont il ne voulait plus. J'ai regardé le froid se propager dans la pièce comme dans l'eau. Une femme 2 sièges plus loin a lu la page par-dessus l'épaule de son mari et a porté sa main à sa clavicule. L'homme en face de Charlotte a cessé de mâcher. Au fond, une femme de club que ma mère avait courtisée pendant une décennie s'est penchée pour chuchoter à sa voisine, et la voisine n'a pas chuchoté en retour. Elle a juste continué à lire. Personne ne me regardait. Il regardait tous les pages, puis ma mère, et puis la pire des choses pour elle, Constance Pélissier, pour voir ce que Constance ferait. De l'autre côté de la table, j'ai vu les yeux de Constance Pélissier passer du visage de ma mère aux pages et y rester. Je l'ai regardé lire. J'ai laissé le silence tenir pendant une respiration complète. Puis j'ai dit la phrase qui a mis fin à la performance, celle que j'avais portée dans ma poitrine pendant des semaines. Roselyne était ma mère, ai-je dit. Et tu le savais. La main de ma mère a trouvé le bord de la table et l'a saisie, blanche. Nous avons fait ce que nous devions faire. Elle s'est arrêtée, mais elle avait dit « nous » et elle n'avait pas fini. Je me suis levé. J'ai ramassé le stylo sur le lin, le stylo noir avec la bague en or, et je l'ai tourné pour que la gravure soit face à la table. RW, ai-je dit. La pièce n'a pas bougé. Roselyne Dubois. Rien. 40 respirations retenues. Pas HD. Pas un cadeau de mon père. J'ai tourné le corps du stylo d'un encart de tour dans la lumière dorée. C'est le stylo de ma mère. Le stylo avec lequel elle a signé son testament. Le testament qui me laissait tout. J'ai posé le résultat ADN sur le tissu. Puis la lettre de sa main. Les boucles devenant plus sûres vers le bas. Puis j'ai dit la chose que j'avais cessé de me permettre de dire pendant 34 ans. Et je ne l'ai pas dit à ma mère. Je l'ai dit à Hélène. Tu m'as facturé, ai-je dit, avec le stylo de ma mère. Personne n'a respiré. L'accessoire dans sa main avait un nom. Le sien n'y figurait pas. Le silence s'est rompu. Il ne s'est pas rompu sur moi. Il s'est rompu sur elle. Charlotte a repoussé sa chaise de la table. Tu avais dit que c'était réglé. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Hélène. Tu avais dit que c'était réglé. Tu avais dit qu'il n'y avait plus rien à craindre. Tu avais dit, Charlotte, arrête. Nous avons toujours su qu'elle n'était pas vraiment l'une des nôtres. Charlotte a jeté ça à toute la salle, d'une voix perçante, cherchant un allié et trouvant le pire témoin possible sur la chaise du centre. À côté d'elle, Antoine Blanchard était devenu livide. Il a posé sa serviette. Il s'est levé et s'est éloigné de sa fiancée. Un petit raclement de pieds de chaise contre le sol, et il ne s'est plus approché d'elle. Elles se sont retournées l'une contre l'autre. J'ai juste regardé. Puis une chaise a bougé au centre de la pièce.
Constance Pélissier a plié sa serviette une fois en deux, l'a posée à côté de son assiette et s'est levée. Elle n'a pas non plus élevé la voix. Elle a fait une pause en passant devant notre table, et elle a regardé ma mère de la façon dont on regarde un chèque qui a été refusé. Je pense que nous en avons assez entendu, Hélène. Elle est sortie vers l'obscurité et l'eau. Deux autres couples se sont levés et l'ont suivi, chaises raclant, excuses silencieuses à personne. Ma mère s'est tournée vers la salle qui se vidait et a cherché la voix qu'elle utilisait sur eux tous. La chaleureuse, celle qui avait toujours fonctionné. Constance, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Elle déforme tout. Mais Constance Pélissier était déjà à la porte, et la porte laissait déjà entrer la nuit, et la voix chaleureuse est sortie, mince, et n'est allée nulle part. Il y a un silence particulier qui tombe quand un artiste réalise que les sièges sont vides. Ma mère se tenait au milieu de celui-ci. La salle pour laquelle ma mère avait joué toute sa vie s'est levée et l'a laissée dedans. Françoise Hardy était à mon épaule avec une page de plus et un stylo à elle, tendu. Je n'ai pas pris le sien. J'ai décapuchonné celui de Roselyne. J'ai signé la pétition avec le stylo de ma mère. Le stylo de ma vraie mère. La première décision à laquelle j'ai jamais mis mon nom pour moi-même au lieu d'eux. La plume a glissé avec assurance sur la ligne, comme elle me l'avait appris. Le poids faisant le travail. Signe de ton propre nom, m'avait-elle dit. Alors je l'ai fait. La première signature qui ait jamais été la mienne. Le tournant a eu lieu. Le stylo est à moi. Avant que je vous dise comment ça s'est terminé le tribunal, la maison, ce que j'ai finalement fait avec l'argent, je veux vous entendre. Si vous avez déjà été celui qu'il facturait, celui qui payait et était toujours traité comme la dette. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je les lis, et si quoi que ce soit dans cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour que le prochain silencieux qui en a besoin trouve son chemin ici aussi. Quelques semaines plus tard, le tribunal a fait ce que les tribunaux font quand les papiers sont en règle. La fiduciaire a été révoquée. La comptabilité a été ordonnée, ligne par ligne, sur les 18 années complètes, et la condamnation à rembourser est venue avec. L'ordre de restituer ce qu'elle avait pris de la fiducie qui n'avait toujours été que la mienne. Le mariage, celui avec 140 invités et un compte gelé derrière lui, n'a tout simplement jamais eu lieu. Il ne restait plus rien pour le payer, et plus personne ne voulait faire semblant. Charlotte et Hélène ont cessé de se parler, et on me dit qu'elles se rejettent mutuellement la faute pour la salle qui s'est vidée. Le nom d'Antoine Blanchard a été retiré discrètement de la liste de mariage, de la manière dont les hommes comme ça disparaissent quand l'argent disparaît. Pendant un certain temps, les messages ont continué à venir de cousins que je connaissais à peine, d'un ou deux amis de la famille. Tous une version du même plaidoyer déguisé en inquiétude. Pense à ta mère. Pense au nom de la famille. Tu ne veux sûrement pas faire ça à tes propres parents. J'ai remarqué qu'aucun d'entre eux n'a demandé si c'était vrai. C'était sa propre sorte de réponse. Le nom des Dubois avait abrité tout le monde dans cette pièce, sauf la personne à qui il appartenait réellement. Et j'avais finalement fini de lui prêter mon silence. La succession m'est revenue. Pas la maison, l'argent, la chose qui était mienne depuis mes 16 ans et mon deuil dans une cuisine qui n'était jamais chaude. Et quand l'avocat de ma mère a appelé pour demander d'une voix prudente si nous pouvions discuter des choses en privé, en famille, j'ai donné la seule réponse qu'il me restait à donner. À partir de maintenant, ai-je dit, tout ce dont vous avez besoin de moi passe par Françoise. Je ne les ai pas regagnés. Je me suis regagné moi-même. Si vous connaissez ce silence particulier, celui avec lequel j'ai commencé, le silence d'être le portefeuille de la famille, j'espère que vous vous êtes reconnu quelque part là-dedans. Et j'espère que vous savez que les maths peuvent toujours, à la fin, tourner dans l'autre sens. Il y a une fondation dans la ville voisine avec un nouveau fonds maintenant, la fondation Roselyne Dubois. Elle aide les femmes à qui on a dit quelque part en chemin que leur valeur était un chiffre qu'une famille pouvait déduire. Des frais de scolarité pour l'université, une caution pour un premier appartement, le simple coût de s'en sortir. J'ai signé les documents de fondation la semaine dernière au bureau de Françoise Hardy avec un stylo noir avec une bague en or et 2 initiales gravées près du capuchon. Quand j'ai eu fini, je l'ai rebouché avec un petit clic satisfait. Le même son que ma mère avait l'habitude de faire juste avant de le faire glisser sur une table pour me faire payer. Ce matin, une lettre est arrivée de la première jeune femme que le fonds a aidée. Une seule ligne d'une écriture qui devenait plus sur vers le bas de la page. Merci de m'avoir vu.
Même stylo, nouveau nom sur la ligne. Et cette fois, c'était à moi de le donner. Le stylo qui m'a facturé finance maintenant.